Donc, Si Ahmed, si tu veux présenter l'intervenant suivant il y a parmi aussi les chirurgiens. oui, Dr. George Teddy qui vient de nous rejoindre. George, c'est un grand ami, c'est l'ancien chancelier de l'Eurasian Society. C'est un éminent chirurgien cardiaque vivant. Et il va intervenir pour nous parler un peu du programme de chirurgie cardiaque, de ses interventions qui vont être très intéressantes au congrès. Georges, bonjour et à vous la parole. Bonjour la Tunisie, bonjour tout le monde. Ça fait plaisir. Je suis, I am the Chancellor of the Euro-Asian Society of Cardiac Surgery, mais c'est un énorme plaisir de parler en français. Ça fait longtemps dans les congrès qu'on ne parle pas français. Donc, bonne soirée à tout le monde. Et Matt, je te remercie pour cette initiative de nous mettre en contact tous ensemble pour un mois avant le congrès. Moi, je veux toucher un petit mot en fait à propos de notre société. La Euro-Asian Society, elle a plus que 20 ans d'existence. Elle a été initié au départ par un Grec et par un Turc. Vous voyez donc le conflit politico-socio-régional. Mais en fait, c'était le but. On a ajouté le petit mot bridge, Euro-Asian Bridge, c'est-à-dire on voulait connecter les gens ensemble. Et le principe, c'était de donner la possibilité à des jeunes médecins, chirurgiens de cette région du monde de pouvoir participer à des congrès, quel que soit le niveau de leur anglais, quel que soit le niveau de leur communication scientifique. Parce que quelle est la possibilité à un Grec, Turc, Libanais, Jordanien, Égyptien de pouvoir en réalité présenter un papier à l'European Society ou à l'American Association? So, on est venu depuis maintenant 18 ans, 17 congrès. En fait, on a pu réaliser des grands. Le dernier congrès, on a fait les trois derniers plus grands congrès qu'on a pu faire, c'était un à Beyrouth, un en Serbie et l'année passée en Roumanie. Donc, c'est vrai que la Tunisie ne fait pas partie, la Tunisie ne fait pas partie de l'Asie ou bien de l'Europe. Mais en fait, connaissant Imad, j'ai eu connaissance de l'organisation de congrès tunisien et je lui ai proposé il y a quelques mois, en fait, je lui ai pas donné beaucoup de temps, malheureusement. Et alors, mais il a pris le défi. Alors, je lui ai dit, écoutez, je pense en octobre, écoute, puisque tu es un organisateur hors pair et que donc vous êtes en train de faire de très jolis congrès intéressants donc, en Tunisie, pourquoi on ne joint pas notre prochain congrès de la Euro-Asian Society avec vous? Il m'a dit, tu me donnes un peu de temps. Et en fait, le temps chez lui, c'est très rapide. C'est une semaine plus tard. Il m'a dit, OK, on y va. Et j'avoue, bon, je suis impressionné par son organisation et par votre travail très professionnel parce que notre apport personnel, le but de la société, c'est quand un président de congrès accepte donc de faire le congrès, il devient de facto le président de notre société pendant une année. Ça, c'est un. Et deuxièmement, on essaie de ne pas trop intervenir. On nous laisse le choix de faire, nous, on aide en invitant, donc, s'il veut, donc, on aide à inviter des pénalistes, des speakers internationaux d'Europe, etc. Mais en fait, l'IMAD a pu faire un programme extraordinaire. Notre participation sera là. Il y aura des speakers qui viennent d'Italie, d'Espagne, de Turquie, de Grèce, de Serbie, of course, du Liban, de Bakou et de Roumanie. Et notre prochain congrès sera en Inde, donc l'année prochaine, et il y aura une délégation indienne qui sera là, en fait, en Tunisie aussi, il présente. Donc, moi, je ne veux pas dévoiler, donc, en fait, ce qu'on va présenter, c'est la Organization Committee et le bureau scientifique qui ont choisi tous les talks. Personnellement, j'arrive avec un sujet qui me fait trop chaud au cœur, et qui est en fait l'histoire de la transplantation cardiaque au Liban. Le Liban, c'est un pays, comme vous le savez, dans le monde arabe. Alors, on est venu avec Imad de la Pitié-Salpêtrière, qui est le temple de la transplantation cardiaque française. Et alors, on a fait au Liban un travail de fourmi. On a commencé de zéro, scratching, c'est-à-dire on a poussé toutes les lois nous-mêmes. On a fait tout le travail que les pionniers, donc en France, ont fait dans les années 70. Et ça nous a pris 5 ans avant de pouvoir réaliser la première transplantation. Aujourd'hui, le Liban, dans le monde arabe, avec l'Arabie saoudite, sont les deux seuls pays dans le monde arabe, on ne parle pas de l'Afrique du Nord, où on réalise des transplantations cardiaques. Donc, j'arrive avec donc moi-même une présentation qui sera
History of Heart Transplantation in Lebanon et qui a été en fait présenté à France 24 Arabe il y a un an. Et le sujet était comment se fait la transplantation cardiaque dans le monde arabe. Voilà, on a vraiment hâte de revenir en Tunisie. Mes souvenirs de Tunisie remontent à l'époque. Je pense que vous avez organisé un congrès à Monastir dans les années 90 et je garde toujours cette impression. J'ai été agréablement surpris de voir en fait la Tunisie, pas seulement la géographie et le peuple, mais surtout le niveau scientifique des congrès. Et je pense, Imad, tu ne vas pas nous décevoir cette année aussi. Merci, Georges. Merci beaucoup, Georges. Très belle intervention. Docteur Bouchnia, par la parole. Je cède la parole à Dr. Trabelsi pour présenter l'intervenant suivant. Exactement. Alors, c'est avec grand plaisir qu'on recevra parmi nous Dr. Wessila Taha, qui est une grande amie de la Société tunisienne de médecine vasculaire et la seule médecin vasculaire officiellement reconnue en Égypte. Elle est consultante en médecine vasculaire et échographie vasculaire, secrétaire générale de l'Egyptian African Venous Lymphatic Association depuis 2019. Elle est également membre du comité éducatif de l'UIP, du Club international de la compression, enseignante au European College of Phlebology et intervenue dans de nombreux congrès internationaux. Dr Taha est également engagée dans les formations de chirurgiens vasculaires en Égypte et co-auteur de plusieurs recommandations internationales. Et elle sera parmi nous également du 15 au 17 mai. Et c'est avec grand honneur qu'on vous attend parmi nous. Merci beaucoup, Dr Trabolsi, pour cette introduction. C'est si touchant. Merci. Et je tiens bien sûr à remercier ma très chère amie, Dr Jehan Benchir, et un très cher ami aussi, professeur Kamal Ferreira, pour cette opportunité et être vraiment partie de ce programme de cette haute qualité. Je suis ravie d'être parmi vous et j'ai hâte, bien sûr, d'être avec vous le prochain mois. Je vais partager quelques diapos. J'espère que ça va fonctionner. Est-ce que vous pouvez voir mes diapos? Oui. Oui, parfaitement. Ouais, c'est là, vas-y. Très bien, Jehan, très bien. Et je vais dévoiler mes sujets, c'est pas comme Dr. Georges. Alors, bien sûr, voilà ma contribution, c'est l'lymphœdème et l'hypodème et le diagnostic différentiel. Et une question assez importante, doit-on traiter la saphène accessoire si elle n'est pas influente? Donc, une saphène accessoire antérieure compétente, c'est une question si significative, traitée ou pas traitée. Je peux dire que je n'ai rien à déclarer, sauf que dans les statuts, les anciens égyptiens, il y a quelques statuts avec de l'œdème des membres inférieurs, même avec les pontiers, avec comme le roi Motohotep. Ici, le consensus de l'USP, je peux tenir que l'insuffisance lymphatique est responsable de toute forme d'œdème périphérique. Et on sait bien, très bien les stages de l'lymphœdème, les stages de l'hypodème. Et merci, Jehan, d'avoir donné cette importance et cette attention à l'hypodème. Malheureusement, je reçois plein de mes patientes avec des stages cliniques de l'hypodème assez avancés et ne sont pas bien diagnostiqués par d'autres collègues. Ça, c'est très important, ce sujet, et on ne donne pas assez attention à ce sujet. Et bien sûr, durant le congrès, on va mettre plus d'attention et élaborer plus sur ce sujet. On ne peut pas oublier aussi de lymphœdème secondaire. Et juste pour le lymphœdème secondaire, on croit toujours que le lymphœdème secondaire, c'est la raison après le cancer, mais dans cette étude d'Ohio, je vais bien vraiment l'attribuer que l'insuffisance veineuse est une cause assez importante pour la lymphœdème secondaire avec 36%. On sait très bien comment on fait la clinique pour le lymphœdème précoce, mais aussi c'est une étude assez importante par Chris Pittman avec une mesure, je veux dire, objective. Donc, il y a une règle
à mesurer le fait de l'œdème de façon objective avec des chiffres, avec une certaine règle. Et ça sert bien sûr pour le diagnostic ainsi que pour le pronostic. Il y a un overlap. Bien sûr, il y a un overlap. Ce n'est pas seulement de lymphœdème, ce n'est pas seulement de lipœdème. Il y a toujours l'overlap, surtout avec l'insuffisance veineuse. Donc, il y a comme on sait, la manifestation assez importante avec la hyperpigmentation et consiste avec l'insuffisance veineuse, mais aussi il y a le gonflement du pied qui insiste avec le lymphœdème. C'est un exemple classique pour un couple, je peux dire, inséparable pour le phlébo-lymphœdème. Et comment on va mettre un peu d'attention, comment différencier pour le lymphœdème et le lipœdème. On va bien faire ce travail ensemble et comment différencier, car il y a vraiment des traits assez très importants et assez significatifs pour faire le différentiel. Je vais mettre aussi beaucoup d'attention pour l'écho-doppler, comme je fais l'écho-doppler pour plus de 30 ans maintenant, et comment avec l'imagerie, avec l'écho-doppler, comment vraiment différencier si un stage avancé du lymphœdème avec des fibroses chroniques, aussi pour l'hypodème, et s'il y a des dépôts anormaux du tissu adipeux. Et on doit dire aussi que l'œdème est un diagnostic clinique avant tout. Donc, il faut faire attention avec nos patients et je crois que j'ai beaucoup de chance parce que je reçois beaucoup de femmes et comme dans notre région, je dis dans le Moyen-Orient, c'est pas très facile pour les femmes du Moyen-Orient pour exposer leurs jambes jusqu'à peau. Alors, j'ai beaucoup de chance pour faire le diagnostic clinique avec ces patients. Pour ma deuxième contribution, et je crois que Gérald, ça c'est la question pour la $1 million pour la réponse. C'était la SAFEN accessoire qu'elle est compétente. Premièrement, il n'y a pas le mot accessoire et je vais bien élaborer ça, bien sûr, durant le congrès parce que les nouvelles publications de professeur Caggiati, c'est un éminent chirurgien vasculaire italien. On a barré le mot accessoire puisque c'est un vrai tronc. Pourquoi c'est un vrai tronc? Parce qu'il existe à l'intérieur du comportement facial. Et comment le différencier? Je vais mettre beaucoup d'attention, comment faire la différence entre la grande saphène et la saphène antérieure. Tout simplement par le mot antérieur. Donc, ça existe antérieurement. Ça, c'est numéro 1, numéro 2. Il est aligné avec les vaisseaux fémoraux, avec la veine fémorale, avec l'artère fémorale supérieure aussi. Et on donne beaucoup d'attention pour ce tronc-là, pour cette veine-là. Pourquoi? Parce que c'est une raison assez importante pour la récidive des varices après la chirurgie. On va parler aussi comment la différencier et quel est le taux de récidive après la chirurgie, après l'ablation. Il y a une publication assez importante de 2024 par le groupe allemand, par Tobias Furt, durant aussi un Sigvals MOH séance Zoom. Et ça donne, ils ont traité l'antérieur, la saphène antérieure et aussi la grande saphène, même la saphène antérieure de façon prophylactique. Donc, il n'y avait pas de reflux pour cette saphène antérieure. Et voilà pour les datas après 6 mois. Donc, contrairement aux interventions chirurgicales, ils ont utilisé la modalité de laser et ça donne moins de lésions nerveuses périphériques et ça donne de très bons résultats. Et en plus, c'est une approche sécuritaire et ils ont conclu qu'on peut aller faire l'ablation simultanée et sans beaucoup de complications ou bien de risques de complications. Et voilà, je termine et merci beaucoup pour cette vraiment une grande opportunité. Merci à tous et je hâte d'être avec vous le mois prochain, Inch'Allah. On a hâte aussi, Wassila, merci beaucoup. Je crois que ta dernière communication va susciter beaucoup de discussions houleuses et c'était le but de toute façon. C'est un débat, Yania, pour te Exactement, dire. exactement. Oui, Exactement. Donc, je laisse la parole à professeur Friha maintenant pour introduire le 4e intervenant, ou le 5e, j'ai perdu le compte là. J'aimerais aussi remercier infiniment Wassila avec laquelle nous collaborons ça fait quelques années. Wassila est non seulement experte en vasculaire, mais elle parle très bien français. On va la recevoir.
Maintenant, j'ai introduit mon très cher ami professeur Stanley, secrétaire général de la Société française de chirurgie vasculaire, une collaboration étroite depuis l'année dernière entre nos deux sociétés. On est très heureux de le recevoir avec une délégation de chirurgiens vasculaires français. Il y aura 3 seniors avec lui et 5 ou 6 résidents. Et ils vont certainement enrichir le programme scientifique vasculaire. À vous la parole, Eric. Merci beaucoup, mon cher ami Imed Frira, très honoré de cette invitation. C'est vrai que il y a 2 ans, vous nous aviez invités dans votre ville, vous aviez fait un congrès à une plus petite échelle pour démarrer on va dire le lien, et c'était également le moment où je cherchais un petit peu à avoir des connexions, notamment en Tunisie, parce que on découvrait par-ci par-là des internes ou des assistants qui venaient se perfectionner chez nous, et on a toujours été très impressionné par la qualité de la formation, ce qui dénotait la qualité des enseignants. Et je m'étais dit que c'était quand même dommage qu'on n'ait pas de lien un peu plus étroit. Et donc, grâce à cette première approche, nous avons pu, l'année dernière, venir également à ce congrès et recommencer cette année avec grand plaisir. Et donc, nous avons de notre côté, à notre congrès national, pu accueillir toute une délégation également de Tunisiens, des seniors, mais surtout des juniors, parce que n'oublions pas que nos années sont comptées, si je peux dire, au moins sur le plan professionnel, et qu'il est très important que nos juniors puissent se rencontrer. Je crois que maintenant, les jeunes Tunisiens font partie intégrante, et dès qu'il y a une manifestation qui est organisée, notamment par nos jeunes, dont certains sont très actifs, bien, les Tunisiens sont invités et se débrouillent pour venir. On en est ravis. Et donc, j'ai souhaité qu'on puisse cette année encore répondre à votre invitation. Et encore une fois, je vous remercie d'avoir rendu cette invitation possible. Et moi, j'ai fait en sorte que la Société française de chirurgie vasculaire puisse abonder et permettre à ceux en plus qui voulaient venir également de les aider à venir sur un plan logistique. Et donc, on aura une belle délégation. J'en suis ravi. Donc, pour rentrer un peu dans le sujet, donc moi aussi, je vais rester peut-être un petit peu plus vague, mais je vais déjà vous dévoiler. J'espère vous donner envie à tous ceux qui regardent de venir assister, parce qu'il y aura vraiment un très, très beau programme. Donc, sur les 3 jours du congrès, le premier jour, donc le jeudi, il y aura déjà une série de présentations de nos jeunes. Alors, on a souhaité promouvoir parmi nos jeunes ceux qui avaient été les mieux classés pour le congrès qui viendra, qui aura lieu donc à Lille dans la dernière semaine de juin, à laquelle on vous convie évidemment. Et donc, parmi les jeunes qui avaient leur papier le mieux classé, un certain nombre ont répondu OK, et ils seront là. Ils présenteront donc dans une session dédiée aux jeunes le jeudi après-midi, à partir de 14h, leur papier. Alors, il y aura des sujets un petit peu variés, puisque vous savez que notre congrès, c'est pas un congrès à thème, c'est un congrès qui est ouvert à toute proposition, et il y a une sélection anonyme. Et donc, évidemment, c'est des sujets qui ont été évalués pour la qualité de leur vertu scientifique, mais qui sont un petit peu sur des sujets très variés. Voilà, en tout cas, ils seront ravis de venir, de présenter. Ils sont déjà un petit peu inquiets à l'idée de venir présenter, surtout quand je vais leur annoncer l'audience qui est attendue. Voilà, ça c'est donc la première partie. Donc moi, je me limite évidemment à la chirurgie vasculaire, puisque c'est mon domaine. Le jeudi, parmi les sessions, il y en aura une qui sera très intéressante sur le périphérique. Périphérique qui est vraiment le sujet actuellement qui bouge le plus, puisqu'on a toujours le traditionnel pontage disto. Faut-il revasculariser très très loin? Fait-on de la technique hybride? Et puis à côté de ça, l'endovasculaire qui pousse très fort et qui montre de temps en temps aussi ses limites. Est-ce qu'il faut respecter des angiosomes? Est-ce qu'il faut gagner une arche plantaire et essayer de revasculariser l'arche plantaire? Et enfin, que faire quand il y a de la chirurgie rédux? Comment faire? Et donc, tous ces sujets vont être abordés, et je pense que ça va vraiment être une session très intéressante. Le lendemain, le vendredi, on va être plus dans l'aorte. On commencera donc par une session sur les VAR. Alors, les VAR, il y a évidemment beaucoup de choses à dire aussi. Est-ce que la cheminée a encore un intérêt actuellement avec le développement des fenêtrés? Comment gérer les hypogastriques lorsqu'elles sont anévrismales ou lorsqu'il n'y a pas de collée au niveau de l'iliaque commune? Comment gérer les endofuites? Comment mieux les diagnostiquer? Il y aura notamment un papier avec des IRM sur le sujet. On va parler des mini-abords pour ça. On va parler du traitement des anévrismes rompus. Faut-il les faire plutôt en endo ou plutôt en ouvert?
Enfin, on aura un très beau sujet sur les anévrismes des artères viscérales non athéromateux, parce que ça aussi, c'est un petit peu l'apanage, notamment de l'Afrique du Nord, où vous avez du B7, vous avez un certain nombre de pathologies qu'on vous envie, parce qu'évidemment, elles ont été très bien décrites, mais nous, on les voit essentiellement dans les livres, et vous les voyez au quotidien, et donc on aura beaucoup d'intérêt à avoir votre expérience sur ces sujets-là. Enfin, la dernière partie sur les EVAR, ce sera les anévrismes mycotiques. C'est aussi toujours un problème puisqu'on les rencontre. L'EVAR est parfois une solution temporaire, ce qu'on appelle un bridge, et parfois il faut tout explanter, et donc ce sont des problèmes assez épineux. La deuxième session donc, de ce vendredi sur les anévrismes, ce sera plutôt l'aorte thoracique avec une gestion des choléostyles, avec le problème de la radioprotection, puisqu'avec le développement des salles hybrides, on a des systèmes de plus en plus performants, mais ça suscite également une exposition radio de rayons beaucoup plus importante qui peut être parfois gênante. Enfin, comment gérer le débranching, comment gérer cette radioprotection dont on vient de parler. Et enfin, le dernier jour, il y aura 2 belles sessions également, une session appelée TEVAR avec notamment la gestion de lésions complexes, et on aura notamment un Japonais qui viendra nous montrer une très belle série d'anévrismes thoraco-abdominaux, je dirais qu'il fait à l'ancienne, mais avec d'excellents résultats, semble-t-il. Ensuite, on aura là encore, on va parler de radioprotection, on va parler d'ulcères pénétrants, on va parler de la technique Stabilize. Jean-Marc Alzac, qui l'a décrite, viendra nous donner ses derniers résultats, le traitement des dissections. On aura également du B7, là encore, ces pathologies un peu particulières. Voilà essentiellement pour la session TEVAR. Et la dernière session, c'est celle qui me tient moi le plus à cœur parce que je suis assez intéressé par ce sujet, c'est les carotides. Alors c'est un vieux problème, mais on s'aperçoit quand même que les carotides, elles sont souvent asymptomatiques et probablement qu'on les opère trop. Ça va être un des thèmes. Ensuite, on va avoir des analyses de plaques, comment essayer de déterminer les carotides les plus dangereuses, comment gérer les carotides subocclusives, celles qui sont sur un plan hémodynamique déjà exclues, est-ce qu'il faut les revasculariser ou pas. On va avoir un mot sur le TICAR, qui est cette technique américaine qui ne sera peut-être jamais développée en Europe pour des raisons commerciales. Voilà un petit peu. Donc, tout ça, vous voyez qu'on va passer à une très, très belle session. On aura donc 6 sessions de vasculaire et je vous invite tous à venir y assister parce que ce sera très important et on sera là pour poser des questions, les bonnes questions et profiter de ces échanges. Et merci encore de votre accueil. Alors, je suis ravi de découvrir, parce que j'ignorais qu'on serait aussi nombreux, que l'Asie serait représentée comme ça. Et on se réjouira de découvrir nos amis indiens qu'on ne connaît pas, mais qu'on serait ravis de les découvrir et peut-être d'essayer de lier des ponts aussi, pourquoi pas, avec l'Orient qui ne sera plus le Moyen-Orient, mais carrément l'Orient. Voilà. Merci beaucoup, Imed, pour cette invitation et cette opportunité. On se réjouit de venir à Tunis. Merci beaucoup, Eric. À très bientôt. Donc, je cède encore la parole